Eh bien, merci à vous de votre présence. Je vais vous demander un petit peu d'attention. La réunion commence et donc du coup, on va laisser notre amie Sandrine vous présenter un petit peu les nouveautés du club, les informations du club et puis aussi revenir sur un peu la belle balade qu'on a tous vécue vendredi dernier. Eh bien, c'est à toi, Sandrine. Merci Gary. Alors, un petit point club, comme on aime le faire chaque mois. Merci d'être là. Après cette belle journée de vendredi pour notre escapade beaujolaise. Alors, j'ai eu beaucoup de retours très enthousiasmants. Voilà, tout le monde n'a pas donné son petit mot sur cette belle journée. La météo, en plus, était au rendez-vous, ce qui n'a rien gâché. Le spectacle en était d'autant plus beau. Est-ce qu'une personne ou deux peut nous donner, là, tout de suite, un petit ressenti de cette journée ? Allez, soyez pas timide. Allez, tiens. Alors, la première chose, c'est que c'était une organisation au cordeau. C'est-à-dire que vraiment, du début à la fin, le timing était respecté, tout était bien organisé, extraordinaire. Les voitures étaient juste géniales. Dommage qu'on ne puisse pas en conduire plus. Mais c'est pour ça qu'il y a d'autres escapades, j'imagine. Non, c'était top. Et moi, j'adore le concept de papoter quand tu covoites, quoi. Parce que c'est ce qu'il faut, en fait. Et pour le coup, ça permet de tisser des vrais liens en alliant le plaisir. J'ai envie de te dire, on avait même le soleil, donc tout était réuni. Et en plus, le hameau du Bœuf était particulièrement bon. Donc voilà, quoi. Super, merci Pascal. Merci Pascal de ton ressenti. Isabelle, tu vas nous dire quelques mots Moi, aussi je découvrais tout. Les vieilles voitures, j'avais jamais vu, j'étais jamais montée dedans. J'ai eu 5 super chauffeurs, merci, parce que j'avais pas envie de conduire, juste de contempler le Beaujolais. J'ai découvert le Beaujolais que je ne connaissais pas de ce côté-là, en tout cas. Je connaissais le Beaujolais vert, mais pas les vignes. Ouais, c'est énergisant, boostant. Gary a attentionné, enfin, parfait. Voilà, merci pour ce moment. Merci Isabelle. C'était bien. Alexandre, il a poussé la pédale de vitesse à son maximum. Mais Sébastien, vas-y, donne-nous un petit peu ce que tu as ressenti pour cette journée-là. Alors, on a passé une très bonne journée. Effectivement, le soleil était là. Bon, ça a bien été dégrossi par mes deux demoiselles avant. Donc, c'était une bonne équipe. On a fait des bons échanges. Ça permet de découvrir les gens dans un autre contexte que nos soirées. Aussi bien au restaurant que sur l'échange des voitures, sur les moments de pause. Et puis bon, rouler dans le Beaujolais, c'est un petit peu mon jardin, moi personnellement, donc sur des routes que je connais par cœur, mais avec des véhicules avec lesquels on a bien profité. Donc c'était parfait. Merci pour l'organisation, merci à vous deux encore. Merci Sébastien. Merci pour vos petits mots gentils. Et puis du coup, Sandrine, tu peux déjà un peu on va annoncer donner les prochaines dates. L'eau à la bouche coup, aussi oui. de cette prochaine escapade qu'on va organiser pour le 19 septembre. C'est ça. Alors dans un deuxième temps, je vais plutôt vous parler des 3 dates à venir pour nos rendez-vous mensuels. On va se retrouver donc le mardi 13 mai, c'est vrai qu'on est fétichiste du mardi. Ensuite, le mardi 17 juin, je reviendrai en fin de débrief sur cette soirée-là, parce qu'on a réfléchi à quelque chose avec Gary, et on voulait avoir votre avis sur la question. Et ensuite, on terminera avant nos vacances par un petit rassemblement le soir, à nouveau le mardi 8 juillet. Voilà. La prochaine sortie avec nos belles mécaniques est prévue le samedi 14 juin. Voilà, normalement, il y en a une qui est prévue le 14 juin. On n'a pas encore le programme exact de ce qu'on veut faire. Pour le 19 septembre, par contre... pour le 19 septembre, c'est une... Alors, le 19 septembre, nous avons beaucoup discuté avec Gary. On a eu envie de partir plus loin, de découvrir la Bourgogne et un musée, moi, qui me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça que j'ai un petit peu insisté là-dessus. C'est vous faire découvrir le musée de Savigny-les-Beaunes.
Donc je ne sais pas si tout le monde le connaît, avec des rafales, avec des camions de pompiers juste incroyables, des hélicoptères et des voitures de course, parce que ça a été ce Michel-là a été aussi de Abarth, oui, complètement, qui est passé à la télévision récemment d'ailleurs. Ouais. Donc c'est vraiment un lieu fantastique. Il y aura un petit peu plus de 2 heures de route, donc là on va vraiment pouvoir aussi changer de voiture très régulièrement, du coup découvrir d'autres véhicules. Voilà, donc cette escapade-là à Savigny-les-Beaunes est prévue le 19 septembre, sachant que le 19 octobre, c'est un dimanche, on va rejoindre une action caritative chère à notre cœur. C'est un circuit pour un cerveau. Nous allons nous rendre sur le circuit de Bresse, donc où va nous attendre encore un événement merveilleux et on l'espère sous le soleil, parce qu'on l'a commandé le soleil pour toutes ces escapades. Dès que je sors, c'est le soleil. Là, samedi, donc vendredi, c'était notre escapade, il a fait très beau. Samedi matin, j'avais une autre escapade beaujolaise et ça commençait mal parce qu'il pleuvait. Et puis le temps qu'on fasse le petit déjeuner, ça s'est arrêté de pleuvoir. Et puis on est parti. Et après, il a fait que du soleil. Donc je l'avais dit aux gens, bon, je le dis qu'à la fin quand même, parce qu'au début, si je dis que c'est du soleil, Gary Weigel c'est du soleil, et qu'il pleut vraiment toute la journée, là ça la fout mal. Mais non, c'est vrai que pour l'instant, on a de la chance. Du coup, mais tu as pour aussi... le 17 juin. Voilà, pour le 17 juin, dis-nous tout, Sandrine. Alors, pour le 17 juin, nous nous sommes interrogés. De base, on avait envisagé une option speed meeting. On s'aperçoit que c'est finalement quelque chose qui est rentré dans les mœurs, que l'on retrouve au niveau de tous les réseaux. Alors, on s'est dit, pourquoi pas aller sur une option plus originale, plus impactante. Et moi, je vous propose un Cluedo géant, une murder party. Est-ce que vous savez ce qu'est une murder party? Oui? Qui l'a déjà vécu? Ah, déjà, il y a du monde. Très bien, il y a du monde. Donc nous, ce qu'on voulait, effectivement, je ne sais pas si vous connaissez le tarif classique d'une murder party, mais quand on est 20-25, en général, on est autour de 65 € par personne. Quand elle est menée par des experts, je ne parle pas par des personnes qui font ça de temps en temps. Moi, la chance que j'ai, c'est de connaître des personnes qui, pour la soirée et pour notre réseau Connex, nous accorderaient une remise de 40%, ce qui nous ferait la soirée autour de 38-39 €. Pour la mettre en place, effectivement, il faut une réponse collégiale, il faut de l'unanimité, parce qu'on ne va pas organiser un tel événement pour 10 ou 15 personnes. L'intérêt, c'est d'être tous ensemble réunis, parce que c'est quand même... une soirée assez incroyable, enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme telle, qui permet aussi de tisser des liens. Voilà, alors il n'y aura pas le colonel Moutarde ou Mademoiselle Rose, mais en l'occurrence, il y aura... On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une expérience qui peut être très intéressante et assez atypique. Et puis en plus, le lieu s'y prête. Donc un peu le côté tamisé avec les voitures. Je pense que le commissaire peut aussi inventer une histoire de faire croire que c'est un accident de voiture et puis que c'est pas un accident de voiture. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Oui, plein de choses peuvent se faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas franchement la murder party, moi j'ai écrit quelques lignes pour vous dresser vraiment le tableau de ce que ça peut être. C'est, imaginez-vous, le temps d'une soirée plongée au cœur d'une intrigue incroyable et palpitante. Une murder party, c'est un jeu immersif où chaque participant incarne un personnage avec ses propres secrets, avec ses motivations. Un crime a été commis. Votre mission, et c'est pas si vous l'acceptez, c'est vraiment votre mission. Ah, la nouvelle technologie. Est de relever le challenge, c'est-à-dire en interagissant avec d'autres joueurs et en découvrant des indices. Il s'agit de démasquer l'assassin. Voilà, donc attendez-vous à des rebondissements, à des alliances inattendues et à beaucoup de suspense et de stratégie. Voilà ce qu'est une murder party en quelques lignes. Donc vous, aujourd'hui, vous vous positionnez comment par rapport à ce projet que nous avions en tête, qui n'est pas une obligation, bien sûr. Voilà, on voulait recueillir votre avis. On sait que ce soir, il y a 5 absents au moins. Mais c'est bien déjà d'avoir un premier avis sur la question. Est-ce que déjà, parmi ceux qui sont là, est-ce que vous seriez prêts, parce que là, il y aurait une cotisation supplémentaire de 38 €, là, ça serait en fait, on remplacerait la réunion par cette murder party complète,
Donc c'est une soirée plutôt ludique, mais voilà, mais on veut que ça soit l'unanimité. Si les gens ne veulent pas le faire, on fera autre chose, il n'y a pas de souci. Donc est-ce que collégialement tout le monde est OK en levant la main ou pas? Ou est-ce que vous souhaitez un vote secret? Est-ce que tout le monde serait éventuellement partant? Bon, eh ben écoutez, je vois qu'on a un groupe qui suit. On proposera de toute façon, on enverra un mail sur sûr. ça. Semaine prochaine, je vous envoie un mail, sachant que dans ce tarif-là, de toute façon, il y a le cocktail dînatoire inclus également. Ça ne change pas. Et effectivement, il y a la place pour 5 invités. Et je fais juste une petite aparté pour les futurs invités. Si vous avez des idées pour compléter notre club, parce qu'on veut vraiment être 30 et c'est ce qui nous fera vraiment, pour nous, c'est la taille qu'il faut atteindre pour notre club. N'hésitez pas donc à parler autour de vous. Et par contre, c'est ce que je dis, posez-leur déjà les bases, le lieu, la fréquence et ce qu'on va faire et le prix, pour éviter d'avoir après, parce qu'on a eu quelques invités qui sont venus depuis le début d'année, et on me dit c'est trop loin, en même temps, vous connaissez l'adresse, ou j'ai pas le temps, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus du coup, et, ou alors éventuellement, finalement, j'aime pas la voiture. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour éviter de faire perdre du temps à tout le monde, au moins essayer donc, de canaliser par ces petites questions-là. Eh bien, écoute, merci Sandrine pour tes informations. Et maintenant, on peut applaudir Sandrine. Et on va accueillir quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, que d'ailleurs certains d'entre nous le connaissent aussi depuis quelques années. Paul, je demande d'accueillir Paul Vivares. Bonsoir, rebonsoir. Donc Paul est notre intervenant ce soir. Paul, merci de ta présence. Merci de m'avoir invité. Paul est quelqu'un avec qui je prends énormément de plaisir à discuter avec toi. Et si, parce que c'est ce que je dis toujours, on a une vision, une philosophie parfois différente. Et pourtant, on s'apprécie beaucoup, on aime parler, on aime débattre, mais on aime surtout partager des idées. Et ça, c'est tout l'art un peu du débat. On peut avoir des points de vue ou du moins une direction différente, mais finalement, on arrive à peu près au même endroit. Ce que je disais à Franck tout à l'heure, je disais, c'est important d'avoir des convictions, mais il ne faut jamais avoir de certitude. C'est très différent. Oui, c'est vrai. Pouvoir faire bouger son point de vue, c'est toujours intéressant. Alors, vous ne connaissez pas, pour la plupart d'entre vous, Paul. Paul va nous parler d'une expérience qu'il a concrétisée. Il va nous parler aussi de son parcours. Et pour pouvoir introduire un petit peu notre ami Paul, je vais vous lire un préambule qui va permettre de donner un peu l'eau à la bouche. Ce préambule, c'est le préambule de son livre, si je ne m'abuse, c'est ça. Et donc, je vais me permettre de le lire le mieux possible en mettant l'intonation. Alors juste, je fais une petite parenthèse. C'est le préambule d'un livre, donc c'est littéraire. Parce que vous allez dire, merde, un intellectuel, on va encore s'emmerder toute la soirée. Bon, ça va, je devrais arriver à lire, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de très littéraire. Alors... Même les rencontres de hasard sont dues à des liens noués dans la vie antérieure. Tout est déterminé par le karma, même pour des choses insignifiantes, le hasard n'existe pas. Et c'est vrai, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, moi je ne crois pas au hasard, je crois au libre arbitre. Donc ces phrases, je parle au nom de Paul, ces phrases, je les ai écrites lors d'un premier voyage sur la route de Santiago en janvier 2010. Vous étiez sur mon chemin et je ne le savais pas encore. Prémonition, synchronicité, j'étais déjà sur ce chemin et je ne le savais pas encore. Je n'avais jamais à cette époque imaginé que je parcourrais les quelques 1740 km qui me conduiraient à mon domicile à Santiago. Long est le chemin, long notre travail pour aller à la découverte de l'autre et de soi-même. Voilà, tout est dit. Se lancer dans cette aventure, car il s'agit bien d'une aventure, dans un sens premier qui est celui du sort, du destin, de ce qui doit advenir. J'étais donc en chemin depuis longtemps. Le nomadisme fut longtemps le propre de l'humanité, une nécessité pour vivre ou survivre. L'immobilité est-elle contre nature ?
Je ne parle pas d'un état statique physique qui, s'il est contemplatif, est en lui-même un voyage. Une méditation, un livre, un paysage, l'imaginaire ne déclenche pas l'action, mais il nous aide à résoudre cette dissonance entre notre désir de voyage et cette forme d'immobilité. Alors là, je vous cite encore une petite anecdote que j'ai dû relire 2 fois et qui m'a expliqué. Un rêve de beignet, donc un beignet qui se mange, ce n'est pas un beignet, mais un rêve de voyage, c'est déjà un voyage. Donc il nous expliquera un petit peu plus. Oui. Voilà. Si c'est pas clair, je vous expliquerai. Je parle ici d'immobilisme, cette attitude aliénante qui sclérose les cerveaux disponibles de l'homo sapiens, de l'homme moderne qui somnole en chacun de nous, contemplant béatement les dernières nouvelles répétées à l'envi sur BFM TV ou pour ceux qui sont plutôt CNews, ou les dernières aventures scabreuses de quelques décérébrés télégéniques, d'où la nécessité salutaire pour moi de partir sur El Camino. Cette expérience... El Camino, c'est le chemin de Compostelle pour ceux pour ceux qui ne parlent pas espagnol. C'est ça l'espagnol? Non, c'est grave. Cette expérience a donné naissance à des notes et à des dessins. Si je n'ai jamais vraiment dessiné, j'ai depuis longtemps écrit pour moi, pour coucher ou accoucher sur le papier des émotions, des sentiments, des secrets. Jusqu'ici, j'en ai rien fait. Seuls quelques proches le savent. À 64 ans, avec 2 enfants, 2 petits-enfants, il est peut-être temps de rassembler quelques idées et de les faire vivre par le récit de ce voyage. Une trace, une mémoire de ce qui fut ce pèlerinage. Paul Vivares, le 1er juillet 2024. On peut applaudir déjà ce petit préambule. Merci. Eh bien, écoute, Paul, voilà. Donc, les gens ont compris que tu avais fait ce beau chemin de Compostelle. Mais avant de commencer, nous raconter ce que tu as vécu sur ce chemin, peux-tu un petit peu nous raconter déjà de ton parcours professionnel et tes expériences que tu as déjà vécues? Alors, mon parcours professionnel et mes expériences, elles sont multiples. Parce que, comme le chemin de Compostelle, et j'en reparlerai, j'ai toujours suivi mes envies et mes désirs. Voilà, je disais ça tout à l'heure. Et voilà, j'ai une photo de Modigliani qui trône sur mon bureau depuis très longtemps. Modigliani disait « Ton vrai devoir, c'est de sauver ton rêve ». Moi, j'ai des rêves. Et vous connaissez aussi la phrase qui dit « Il y en a qui rêvent leur vie et il y en a qui vivent leurs rêves ». Moi, j'ai décidé de vivre mes rêves. Donc, je suis toujours allé du côté de mes envies. Donc, j'ai démarré, après une scolarité chaotique, voilà, je me suis fait virer de plusieurs bahuts. Et puis, en terminale, j'ai dit « Non, ça, c'est pas pour moi. Je veux apprendre un métier ». Et j'ai choisi très rapidement un métier pour m'enfuir aussi, en disant « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et puis, j'ai retenu 2 choses. Alors, il y avait soit la restauration, l'hôtellerie, soit la coiffure. Et pourquoi? Parce que je me disais, tu peux faire le tour du monde avec ça. Une paire de ciseaux, tu pars avec, tu fais le tour du monde. Ou l'hôtellerie, elle va pouvoir t'emmener un peu partout. J'ai choisi la coiffure. Aucun regret, c'est un métier extraordinaire, notamment pour apprendre un peu la psychologie du monde et des gens qu'on côtoie. Et puis voilà, donc j'ai fait ce parcours. J'ai travaillé entre 3 jours et 3 mois maximum chez des patrons coiffeurs. Et à 24 ans, j'ai racheté une affaire qui périclitait. C'était en 1985. Vous n'étiez pas né pour certains. Et donc, j'ai acheté ce salon de coiffure. J'ai monté une équipe. Et la même année, 1985, j'ai un ami chef d'orchestre. Je suis passionné de musique. Il m'avait dit « Ouais, moi, si un jour j'ai un projet, est-ce que ça t'intéresse ?» Ah ouais. Et cette année-là, tout frais moulude, avec ses diplômes de chef d'orchestre, il est venu me voir en disant « Personne ne veut de moi, vous voyez, même dans la musique, va faire tes preuves ailleurs et reviens me voir après. » Et il dit « Moi, je veux créer mon orchestre, est-ce que tu m'aides ?» Et on a créé ce qui a été l'orchestre de chambre lyonnais, voilà, en 1985, ce qui est devenu plus tard l'orchestre symphonique, qui aujourd'hui, qui existe toujours 40 ans après, qui s'appelle l'orchestre Confluence. Donc, chef d'orchestre, si vous le connaissez, vous l'avez peut-être entendu dans les conférences, s'appelle Philippe Fournier, ami de longue date. Donc, 85, je mène les 2 de front. J'ouvre un 2e salon de coiffure à Vegneret, je monte une équipe, et là, ça me gave. Je dis non, là, ça ne m'amuse pas, puis je ne me vois pas 50 ans derrière le fauteuil en train d'écouter les plaintes. Voilà, c'était pas mon truc. Donc, voilà. Je me dis, la musique, c'est mon truc. Je vends un salon, je garde l'autre pour la poire pour la soif, et je développe l'orchestre avec cet ami. Donc, de
fait un parcours ensemble de 15 ans, je prends la gérance, je développe en toute humilité, hein, on explose le chiffre d'affaires et tout, ça se passe bien. Donc je dis, là, c'était une association, ça devient une société. Pour des raisons XY et pour préserver l'amitié avec Philippe, à un moment donné, je ne suis plus d'accord avec lui. Et comme j'ai un tempérament aussi, moi je ne suis pas espagnol, je suis d'origine portugaise, j'ai dit non, c'est plus possible. Tiens, voilà les clés du bureau, voilà les clés des voitures, je m'en vais. Je crée une agence événementielle en 2001. Je crée l'agence événementielle en disant bon, je ne vais pas faire de musique parce que je ne veux pas qu'on soit sur le même territoire. Je repars à zéro, mais j'ai des clients qui me suivent. Et je crée l'agence qui s'appelle Namasté, à la suite d'un voyage, un trek, et ça va nous ramener à un trek où je découvre aussi le plaisir, je l'avais déjà un peu, mais vraiment le plaisir de la marche. Et voilà, et je rencontre aussi ce peuple qui est disponible. Enfin, les gens qui sont dans l'écoute et la disponibilité, je me dis c'est ça que j'aime dans le travail. Et donc voilà, je crée Namasté et jusqu'en 2022, et j'ai vendu ma clientèle, mais j'ai gardé la structure et maintenant aujourd'hui je suis à la retraite. Et entre-temps, on a créé avec mon frère Robert, puisqu'on est petit-fils de vigneron, on a créé une boîte qui s'appelle Bleu dans Vin, où on organisait des dégustations de vin à domicile et on vendait les vins de petits propriétaires, comme ça on les faisait connaître et tout. Voilà. Et comme je disais là aussi, le point commun entre tout ça, j'ai fait court, hein, tu m'arrêtes si je suis trop long. Non, le point commun entre tout ça, c'est la coiffure, la musique, l'événementiel, le vin. C'était finalement que les gens aient la banane. Voilà. Vraiment, pour moi, c'était de dire, je fais un truc là, et quand les gens repartent, je le fais, et je le fais bien. Je le fais avec le cœur. Et ça va bien se passer. Et j'ai toujours su en fin d'année ce que je gagnais. Et j'ai toujours bien gagné ma vie, mais c'est que le résultat. Voilà. Alors du coup, c'est quoi ce point commun avec ce parcours donc finalement d'entrepreneur varié et ce chemin de Compostelle? Alors, moi, ce qui me motive dans tout ce que j'entreprends, c'est la rencontre. Je dis souvent, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, et je le répète à l'envi aussi, sans la rencontre, on n'existe pas. Rien. La première, déjà, ton père, ta mère. Il n'y a pas une première rencontre. S'il n'y a pas cette rencontre, toi, qu'est-ce que tu es? Rien. Donc tu deviens, à travers cette première rencontre, tu nais. Après, tes rencontres, elles sont fraternelles. Moi, j'ai 6 frères et une sœur. Elles sont amicales, elles sont amoureuses, elles sont professionnelles, et tu te construis avec ça. Alors, il y en a qui sont douloureuses, hein, quelquefois, mais toutes te construisent. Et donc, j'ai vraiment basé ma vie, j'ai aimé, et je continue à aimer la rencontre. Et le chemin de Compostelle fait partie de ce cheminement. Alors du coup, la question c'est, comme tu l'as dit, on a tous des rêves. Moi, ça me plairait bien peut-être de faire le chemin de Compostelle, mais alors déjà, pourquoi tu as voulu le faire? Et 2, il faut toujours un élément déclencheur pour pouvoir se lancer, parce que ça prend du temps. Et donc, voilà, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de dire, voilà, tu avais peut-être envie de le faire depuis longtemps, mais voilà, tu le fais. Alors, ce qui a déclenché l'envie, c'est déjà le plaisir de la marche, le plaisir de la solitude. J'avais fait juste 10 jours le Puy-Conques. Je vous invite à tenter cette expérience si vous ne l'avez pas faite. Hein, c'est sur même pas 8 jours, enfin bref. Et là, il s'est passé un truc. Vraiment, tac, il s'est passé un truc, j'ai dit, waouh, là t'es bien, là. Là, pendant 8 jours, d'un seul coup, t'as zappé, t'es passé à autre chose. Donc, un jour, tu vas le faire, mais tu vas le faire jusqu'au bout. Et voilà. Et puis, vous savez, tous, là, nos fameux rêves. Demain, je vais le faire. On procrastine. Donc, et puis l'année prochaine, ouais, parce que là, je vais prendre ma retraite, et puis l'année prochaine, puis l'année prochaine. Et puis, à un moment donné, ça devient comme une évidence. C'est le moment. C'était l'année Kallio où j'ai pris la présidence, le machin. J'ai failli exploser en vol, j'ai dit stop. Donc là, 60 ans, tu as commencé à bosser à 17 ans, 18 ans après le bac, stop, t'arrêtes tout, et maintenant, tu vis. Voilà. Et donc voilà, ça a déclenché. Donc c'est vraiment cette rencontre avec la liberté. Et du coup, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette expérience du chemin de Compostelle qui, je rappelle, fait quand même 1740 km, donc c'est quand même... Ouais, alors ouais, je vais vous passer, je ne vais pas vous faire le coup de... Donc effectivement, là, on voit, tiens, si tu peux basculer sur... On voit très très rapidement le départ. Donc je voyage pas seul, je voyage avec Willy. Willy. Alors Willy, parce que j'ai trouvé ça sur Internet, c'est ce génial chariot
Donc il a des roues, Will, donc je l'ai baptisé Willy, un peu comme ça. Vous avez vu le film aussi, où là c'est un ballon, moi c'était un chariot. Et je suis parti avec Willy, ce qui me permettait d'être complètement autonome. Voilà, donc il y a il y a de quoi manger, il y a ma tante, voilà, autonome. Et puis surtout, il y a plus de 20 kilos de matériel. Et donc 20 kilos sur le dos, un peu chaud. Alors que là, avec ce système-là, c'est comme si vous tiriez 4 kilos. Donc ça m'a permis d'aller loin et vite. J'ai découvert aussi, avec Willy, que je pouvais marcher 40 km par jour et que je n'avais pas de bobo. Donc déjà, tu es en train de nous expliquer que déjà, comme si on fait un peu le lien avec un chef d'entreprise, si déjà on veut s'attaquer à un parcours comme le chemin de Compostelle, donc quand on veut s'attaquer dans une entreprise, il faut déjà être bien équipé. Ouais, on ne peut pas y aller sans se préparer. Oui, puis bien entouré. Willy, c'est un vrai compagnon. En plus, un bon bras droit. Il n'y a pas d'URSSAF, il n'y a rien, donc c'est vachement pratique. Donc voilà, j'ai fait le parcours, et je suis parti de chez moi, dans les Monts du Lyonnais, et puis jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port dans un premier temps, et puis après jusqu'à Santiago, 1740 km. Donc ça veut dire aussi des chemins par moments un peu difficiles, des belles rencontres aussi, ça c'est ce que vous avez, ça s'appelle des donativos. Donc c'est des endroits où les gens vous laissent à manger, à boire, et vous laissez quelque chose si vous avez envie, mais c'est à disposition des marcheurs. Voilà, ça c'est le vrai départ. Le vrai départ, dans la théorie du pèlerinage, hein, chacun voyage pour ses raisons. Moi je suis pas catholique, je suis dans le respect je suis un grand laïc, donc je suis dans le respect des religions de chacun, mais cette cérémonie est importante, elle est symbolique, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans cette église où, d'une façon cathédrale, merci, tout à fait, merci, oui, cathédrale du Puy, monument, et vous vous retrouvez là, et vous avez des gens suffisamment intelligents pour être très œcuméniques, pour pas faire de confusion, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui vous disent juste que vous êtes sur un chemin initiatique, et puis vous avez 2 barrières qui se lèvent et ça s'ouvre et vous avez un escalier et vous avez le chemin qui démarre et vous partez. Voilà, et puis après les conditions elles sont pas toujours voilà, donc ça sous la tente. Puis je vous parlais des rencontres, les rencontres elles sont nombreuses. Mais je reviendrai sur les rencontres, mais ce que j'ai surtout aimé et ce que je ne lâcherai jamais, c'est la liberté. J'ai découvert que la liberté vous savez, celle qui est sur le fronton des mairies, liberté, égalité. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un concept. La liberté, c'est une émotion. Et l'émotion, j'aime beaucoup ce mot. Émotion, étymologiquement, c'est émotion, le mouvement qui vient de l'intérieur. C'est en nous, ce besoin de bouger, d'avancer, que ce soit, tu faisais le parallèle avec l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui a une idée, qui a une envie, et qui se met en mouvement. Et par chance, et je ne crois pas à la chance, il est capable de donner de la vision à d'autres personnes et il l'entraîne. Bon, là, moi, j'ai fait le choix, peut-être mon expérience de chef d'entreprise, de marcher seul avec Willy. Mais voilà, c'est cette liberté, c'est se dire, tous les matins, je décide de ce que je vais faire. Et tous les matins, je m'autorise à dire, ben non, finalement, je vais changer. Au gré des rencontres, au gré de ce que je vois. Là, vous avez exemple de photo, là, je rencontre le maire d'un village, et le maire de village m'explique qu'il y a un artiste qui a construit une cabane dans les bois, personne n'y va jamais. Voilà, ça a été une étape extraordinaire. Cette cabane en bois avec la fenêtre qui donnait sur l'Allier, la vallée de l'Allier. Enfin, voilà, c'est autant d'expériences comme ça fabuleuses. Pour moi, c'est ça la liberté. C'est de dire, je ne sais pas ce qui adviendra demain, mais aujourd'hui, je goûte. De vivre l'instant présent. Ouais, de vivre l'instant présent, tout à fait. Et donc finalement, de créer des rencontres sans arrière-pensée complète, finalement. Ah oui. Ça aussi, les rencontres que j'ai faites, ce que j'ai apprécié sur les chemins de Compostelle, c'est qu'on est tous là pour des raisons très différentes. Performance sportive pour certains. Je me rappelle d'une jeune femme qui un soir, on dînait ensemble, c'est très sympa parce qu'on rencontre des gens. Comme moi j'avais la chance, c'est une chance de marcher une fois de plus 40-45 km par jour. En général, je ne revoyais pas les gens 2 jours de suite. Donc il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'enjeu. On se dit les choses. Je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes, mais là, la fille me dit, elle écoute, on discute, ah ouais, mais toi tu ne marches pas avec Jésus. Mais elle me dit ça, pas du tout d'un point de jugement, pas de dire, non, mais toi tu connais rien. Non, c'est de dire, ah ouais, toi tu vis.
J'ai dit, bah non, ouais, effectivement, j'ai son 06, je l'ai appelé, mais il était super booké, donc du coup, bah, comme il n'était pas libre, j'ai décidé de partir seul. Et on se marre, elle est très catholique, mais elle se dit, il n'est pas en train de m'insulter, il est juste en train de me dire, bah non, c'est pas mon truc. Par contre, on a quelque chose en commun, tous, c'est le chemin. Et les raisons qui nous poussent à faire ce chemin, elles sont multiples. Et ça aussi, c'est un bel apprentissage de ce que je disais, du respect du point de vue de l'autre. Je vais faire très court, mais c'est important pour moi. Je parle toujours du point de vue. Si je vous donne mon point de vue de là où je suis, je vais vous parler de la voiture verte, de la voiture, etc. Je vais vous parler du frigo Coca-Cola, etc. Si vous allez me dire, dis, raconte. Et vous allez me dire, non, non, de mon point de vue, il y a une petite voiture, là, une petite Fiat, ça. Et si on reste chacun campé sur nos positions, on va dire, non, il raconte n'importe quoi. Donc de mon point de vue, c'est juste. De votre point de vue, c'est juste aussi. Et ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on puisse se dire, accepte que mon point de vue est différent, retourne-toi. Et ensemble, on peut avoir une vision à 360 degrés. Voilà, et c'est ça qui m'intéressait sur le chemin, c'est de dire, on est là pour des raisons différentes, on en parle, pas de filtre, pas d'enjeu, demain on se revoit pas, donc c'est pas la peine c'est bas les masques, comme je dis souvent. Moi, toute ma vie, j'étais un caméléon. C'était facile, tu me mets quelque part, je m'adapte. Mais aujourd'hui, je sais quelle est ma couleur. Je suis capable d'être un caméléon, mais ma couleur, je la connais et je ne veux pas en changer. Voilà. Oui, donc en fait, finalement, c'est un paradoxe, ce chemin, d'après de ce qu'on entend de ce que tu nous dis. C'est-à-dire tu peux être seul et en même temps accompagné, finalement. Tu arrives à... tu peux avoir des moments de... Tu peux chercher la solitude comme tu peux rechercher l'accompagnement. Ouais. Et si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, soit tu vas un peu plus vite, soit tu ralentis. Ouais, non, tu n'aimes pas les gens parce que tu n'es pas d'accord avec eux, non, tu restes dans ton rythme. C'est ce qui est intéressant dans cette liberté, c'est que chacun va à son rythme. Ça, c'est compliqué dans la vie au quotidien. Quand je suis revenu, j'ai dit, parce que quand je suis revenu, j'ai plein de potes qui m'ont dit, ah bon, bienvenue dans la réalité. Quelle réalité? Celle de notre quotidien? Je dis, c'est une réalité. Moi, j'en ai connu une autre. Et ma réalité, celle d'aujourd'hui, elle est la même que celle que vous avez, mais juste, et sans prétention, juste prendre conscience qu'à un moment donné, je suis monté dans un TGV, et à 350 km/h, voilà. Et puis à un moment donné, je suis descendu du wagon et j'ai pris un autre chemin. Je suis remonté dans le train, par contre, à la prochaine gare, je descends. Voilà. Et c'est important, je crois que c'est important de se dire, attention, on n'est pas dans un TGV qui nous emmène en plus quelquefois, bon, on va pas noircir le tableau, mais dans un mur quelquefois. Mais alors du coup, est-ce que tu, comme dans toute la vie d'un chef d'entreprise, lorsque tu fais ce chemin, est-ce que tu as eu des moments de doute? Est-ce que tu as voulu abandonner? Est-ce que tu t'es dit non, bon finalement je suis fatigué ou parce que voilà, c'est quand même une sacrée épreuve. Voilà. Oui, alors. Et comment tu as surmonté éventuellement ces moments de doute ou de questionnement? Alors. Je ne me rappelle pas avoir eu des moments de doute. J'ai eu des moments, quand tu marches sous la pluie toute une journée, quand tu te fais des dénivelés, quand tu montes col de Roncesvalles, etc., t'en baves des ronds de chapeau et tu te dis, wow, demain encore. Donc tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Mais il y a toujours la récompense au bout. Toujours. La rencontre, un paysage... Voilà, j'ai tellement vu des gens extraordinaires, avec des histoires extraordinaires que jamais, j'ai pas perdu une minute. Et puis, on est dans l'irrationnel. Ça aussi, c'est quelque chose, pour moi, qui m'a marqué. C'est-à-dire que je ne vais pas tout vous dire, parce qu'il a pété un câble, lui, il fume la moquette. Mais vous êtes tout seul toute la journée et vous marchez. Vous avez le temps de réfléchir. Vous avez le temps de vous poser des questions. Et les questions, je me les posais à voix haute. Mais contrairement à ce qu'on a une propension à faire dans la vie, quand on se pose une question, on veut la solution, et on la trouve, et on l'applique. Et là, je me posais la question à voix haute, et je me répondais à voix haute, mais je répondais toutes les réponses que j'imaginais, les plus contradictoires quelquefois. La réponse, ça peut être ça, ouais, mais ça peut être ça, ça peut être ça. Et ça m'a vraiment permis d'avancer, justement, sur cette notion de point de vue. Parce que quelquefois, on va très vite sur une décision, quelquefois, on va très vite parce qu'on est sûr d'eux.
Et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une vérité. Il y en a des tas. Voilà, après, je vous passe sur les détails quand les dialogues avec Willy. Je rebondis sur le fait que tu surmontais tes doutes ou tes préoccupations parce qu'il y avait une vision, finalement. Tu savais où tu allais et tu savais que le chemin, il avait bien une destination. Et je pense que là, le parallèle qui est très intéressant avec nous, chefs d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un chemin, mais on ne voit pas la destination. Et ça, c'est la difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'éventuellement, toi, tu sais où est l'arrivée, et donc tu sais qu'il y aura des difficultés, des paramètres qu'on ne connaît pas, des gens que tu vas rencontrer, des difficultés, mais tu sais qu'à la fin, il y a une vision à la fin. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, peut-être en ce moment. Enfin, je ne sais pas si tu peux faire un petit parallèle entre ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est, voilà. vous avez compris que j'étais assez attaché aux mots et à leur étymologie. Il y a un mot qui résonne beaucoup, c'est le mot sens. Voilà, parce que quand tu dis, voilà, j'avais un but, j'avais une destination, c'est la question du sens, c'est de comprendre pourquoi tu fais les choses. Et j'aime bien ce mot parce qu'il a plusieurs sens. Le sens, c'est à la fois parce qu'on ne perçoit le monde qu'à travers nos sens, ça on l'oublie. On a tendance à fonctionner toujours avec son cerveau, mais le cerveau, lui, il décrypte tout par nos sens. Et quand vous êtes sur le chemin, alors ça aussi, je vous le souhaite, cette expérience, peut-être que vous l'avez vécue pour certains, ben vous allez voir, comme l'oreille d'un seul coup, elle perçoit des trucs que vous n'entendiez plus. Comme l'œil, il voit des choses que vous ne voyez plus. Comme le nez, il sent des odeurs, etc. Tous vos sens sont en éveil. Et vous percevez vraiment le monde d'une autre façon. Et le sens, ben, c'est la direction aussi. C'est prendre une direction. Donc vous voyez, filtrer, percevoir vraiment intimement ce qu'on est en train de vivre, avoir une direction, et puis avoir du sens, c'est aussi... voilà, je ne veux pas vous apprendre ce que veut dire avoir du sens. Quel sens a ma vie? Quel sens a ce que je fais? Et je crois que tous, moi, en tant que chef d'entreprise, je le disais, je ne me suis pas toujours interrogé sur le sens de ce que je faisais. Mais je savais qu'il y en avait un. Je disais la banane, moi, voir les gens qui avaient la banane, voilà, ça suffisait, entre guillemets, à mon bonheur, avec en fin de mois de quoi vivre, de quoi me faire plaisir. Hein. Je ne suis pas non plus... Oui, tu n'es pas un philanthrope. Je ne suis pas un philanthrope. Paul. Voilà, mais ça vient derrière. La question du sens. Pourquoi on aime? Pourquoi on a des enfants? Pourquoi? Voilà. Si on donne du sens à ça, on le vit pleinement. Si on le fait... Si j'ai des enfants parce que tout le monde a des enfants, si je me marie parce que tout le monde se marie, c'est quoi le sens de tout ça, quoi? Et alors, du coup, toi qui as dit en préambule que tu n'étais pas forcément un catholique fervent, même pas catholique du tout, est-ce que ça t'a apporté quand même ce chemin une certaine spiritualité? Bah, j'ai pas attendu, j'ai pas attendu le chemin, ça m'a juste permis de me conforter dans l'idée que, voilà, je veux essayer de dire les choses simplement et puis de ne pas partir dans un discours trop spirituel au sens large du terme. Voilà, je pense que ça fait prendre conscience juste qu'on est... Moi, je ne parle pas de Dieu, je parle du tout. Voilà, on fait partie d'un tout. On est un élément du tout et on fonctionne dans ce tout. Après, si vous intéressez un peu la physique, bien sûr qu'on m'a appris que mon corps s'arrêtait là. Mon doigt, il s'arrête là. Non, il ne s'arrête pas là. Si je prends un microscope électronique et que je grossis, que j'arrive à ma molécule de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, à CONH, la pousse, CONH. Et voilà. Toi, t'as pas été si mauvais que ça à l'école. Ouais, mais j'avais de la mémoire, mais je n'avais pas de discipline. Donc, elle va rejoindre la molécule d'oxygène, elle est en contact, elle est en communication, et je dis bien en communication. Il y a une communication, l'énergie qui anime nos molécules est en communication avec ça. Donc on fait partie de ce tout. Et vraiment, quand je dis on ressent les choses, on vit les choses à travers nos sens, vous en prenez vraiment conscience quand vous êtes sur le chemin, parce que vous n'avez plus que ça à faire, observer, sentir, etc. Et vous sentez vraiment qu'il y a une osmose, qu'il y a quelque chose. Alors c'est pas coucou les petits oiseaux, hein, j'ai les pieds sur terre. Donc c'est vraiment cette notion de dire ma spiritualité à moi, c'est de prendre conscience que je ne vais pas vous faire le truc, je suis rien du tout, je suis un grain de poussière. Non, j'ai une fonction. Voilà, comme j'aime bien faire la comparaison avec notre corps humain.
J'aime bien, quelquefois j'ai intervenu comme ça dans un autre contexte où je disais, je vais faire l'expérience en disant, ok, je suis un corps, bon, composé d'organes, de membres, etc. Bon. Ok, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important là? Mon cerveau ou mon cœur? Le cœur. Ok? D'autres réponses? Alicia? Comment tu dis? Le cœur? J'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Ouais. Mais pour toi, tu dis comme ça spontanément, quel est... Voilà. Le cœur? Toi? Hein? Johan? Spontanément? Le cœur aussi? Ah, c'est rare. Parce qu'en général, je dis, les femmes disent le cœur et les hommes disent le cerveau. Et moi, je dis, ok, très bien. Je prends le cœur, je le pose sur la table. Je prends le cerveau, je le pose sur la table. Allez-y. Allez-y quoi? Bah, allez-y, faites fonctionner. Non. Chaque cellule, je vous invite à lire un bouquin qui est passionnant qui s'appelle Le corps quantique de Deepak Chopra, c'est pas du tout un truc intellectuel. Chaque cellule sait exactement ce qu'elle a à faire. Chaque cellule de notre corps a une fonction. Ok? Et il y avait le professeur Bellepomme, je vois ça en voyant la voiture vert pomme, le professeur Bellepomme qui était le professeur de Chirac, il avait choisi la pomme de Chirac, qui était Monsieur Cancer de Jacques Chirac. Et un jour, il était interviewé, il dit mais alors la vie pour vous, c'est quoi? La vie, c'est pas compliqué, c'est EMI. De l'énergie, de la mémoire et de l'information. Vos cellules auront toujours l'énergie. Par contre, si elles perdent la mémoire ou l'information, elles vous feront un cancer. Ah. Eh bien, nous sommes, nous aussi, des cellules qui font partie d'un tout et on a une fonction. Et quand on perd cette fonction, on perd le sens. Et quand on perd le sens, on produit des choses pas terribles. Pour soi et pour les autres. Voilà, c'est ma vision. Donc ce chemin t'a permis de réapprendre finalement à observer tes sens, si tu préfères. Oui, m'a conforté. Parce que j'avais déjà des pratiques bizarres de méditation, etc. Donc ça m'a juste conforté dans le fait que j'ai eu la chance d'avoir comme ça quelqu'un qui m'a enseigné certaines choses. Et quand on lui posait la question de dire mais alors toi tu médites combien de temps par jour? Il dit tout le temps. C'est-à-dire que méditer, c'est pas réfléchir à quelque chose. Méditer, c'est juste se rendre disponible à soi-même. Combien de temps dans la journée a-t-on pour soi? Combien de disponibilité a-t-on pour soi? Donc moi, j'ai commencé petit, mais je vous garantis ça aussi, faites l'expérience, vous allez voir. Prenez ce temps de vous rendre disponible à vous-même. Je vous promets que derrière, vous allez... en plus, si vous fumez un peu de... non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Il y avait un chercheur qui avait analysé le comportement animal qui, eux, les animaux, ressentent parfaitement leur corps, sont en parfaite adéquation avec leur corps. Il avait observé un renard, je ne sais pas si je l'avais déjà dit ça, mais admettons, je peux me répéter, un renard qui avait mangé un lapin et les os du lapin avaient transpercé son estomac. Le renard, donc forcément ça fait une occlusion, mais le renard a senti qu'il avait donc une occlusion, s'est mis dans un terrier d'une certaine façon, d'une certaine posture pour finalement éviter l'hémorragie. Et finalement le suc gastrique, alors après quelques jours, il est resté immobile pendant plusieurs jours, il s'est écouté, et le suc gastrique de l'estomac a fini de ronger l'os du lapin. Et finalement, ça a résorbé l'abcès et le renard a survécu. Et ça, c'est vrai que nous, avec l'ère moderne, je pense que tu as raison, on ne ressent plus, puisque finalement, si on a un souci, on demande au médecin et on ne connaît plus nos plantes, on ne connaît plus tout ça. Enfin, c'est important de demander à son médecin en même temps. Oui, non, mais sur cette notion-là, le livre dont je vous parlais, celui de Deepak Chopra, ça nous éloigne un peu, mais pas complètement du sujet. Deepak Chopra, c'est quelqu'un qui est quand même oncologue à Boston, donc c'est une sommité, soigne des cancers et tout, et en même temps il a la double culture, comme il est indien d'origine, donc de la médecine ayurvédique. Et il parle de ça, il parle de la guérison spontanée. Et quand on parle de guérison spontanée, il y a des gens qui hurlent, qui disent mais de quoi vous parlez? Ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Vous vous êtes déjà coupé, vous vous êtes déjà brûlé. Et alors? Votre peau, elle ne se répare pas toute seule. Vos cellules, elles ne savent pas ce qu'elles ont à faire pour refaire de la peau.
Si, alors je ne parle pas de brûlure à troisième degré. Donc voilà. Et j'ai un autre exemple à vous donner, une expérience, vous irez vérifier ce que je dis, qui a été faite il n'y a pas très 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 longtemps. Les chevaux, vous savez, sont des animaux hyper réceptifs. Voilà, justement, ils fonctionnent, ils communiquent énormément par l'énergie. Et l'expérience suivante a été faite. Vous prenez de la salive d'un cheval que vous mettez sur une plaque, que vous mettez après à quelques centaines de mètres sous un microscope, et vous provoquez un stress au cheval. Et le cheval est très très réceptif au stress, d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'est pas facile de monter. Et donc, effectivement, quand il va avoir ce stress, dans la salive, comme nous d'ailleurs, hein, quand on a un stress, il se passe des choses dans notre corps, dans notre salive, on produit des endorphines, etc. Eh bien, le cheval, bien sûr, a, dans sa bouche, fait cette réaction chimique, et sur la plaque qui était à quelques centaines de mètres là, il y a eu les mêmes réactions. C'est pas du pipeau, vous irez vérifier, c'est une expérience qui a été prouvée, et qui montre simplement, on parle beaucoup aujourd'hui, voilà, quand on parle de physique quantique, on dit, la physique quantique, c'est une prise de tête. C'est une prise de tête parce qu'effectivement, on ne comprend pas, pour l'instant. Mais on sait que il y a un lien. Il se passe des choses, pour l'instant on ne sait pas quoi, mais il se passe des choses qui fait que les cellules, il y a une énergie qui circule. Voilà. Alors du coup, Paul, en J'ai rien conclusion, fumé, quels sont tes conseils pour donc entreprendre un tel chemin voilà, tes conseils pratico-pratiques, peut-être aussi, on en parlait sur le côté matériel, mais peut-être le côté mental aussi. Alors, le seul conseil que j'ai envie de vous donner, c'est faites-le. Vraiment, je n'ai pas de conseil à donner parce que chacun va vivre son expérience différemment. Par contre, ouais, j'ai vraiment envie de vous dire ça ou autre, enfin ce chemin-là ou un autre, on s'en fout. C'est de dire à un moment donné, voilà, accepter, j'aime pas trop l'expression sortir de sa zone de confort et tout ça, c'est tellement banalisé, mais juste dire je vais m'autoriser, je vais prendre le temps de vivre mon rêve. C'est prendre un bateau et me tirer, hein. C'est mettre des chaussures et marcher, mais être en rupture et prendre ce temps pour moi. Voilà, c'est le seul conseil que j'ai envie de vous donner. Il y a vraiment des choses, quand vous revenez dans la réalité, ça a changé fondamentalement des choses en vous. Je vous garantis qu'avant, dans le boulot, je subissais comme tout un chacun la pression. Maintenant, la pression, personne ne me met la pression. Ça, c'est pas possible. La pression, je m'en fous, quoi. Y a pas, une fois de plus, il n'y a pas d'enjeu. Je vis, on en parlait tout à l'heure, je vis là, maintenant. Je vis et je dis des choses qui me viennent avec le cœur. J'espère que vous le ressentez. J'ai des choses qui me viennent avec le cœur et je les vis dans l'instant. Ce qui se passera demain, m'en fous. Comme tout le monde, j'ai un agenda, très bien. Mais c'est pas si important. Ce qui est important, c'est là. C'est ce qu'on vit maintenant. Voilà. Pas d'autres conseils. Principal, on finira sur ces mots, mais le principal, c'est qu'apparemment, ce chemin a apporté un changement aussi en toi. Ah oui, oui, ça, très très clairement. Positif. Voilà, c'est depuis. Alors oui, ok, j'ai décidé de prendre ma retraite. Je bosse maintenant quand j'en ai envie. C'est un luxe. C'est un luxe. Oui, c'est un luxe. Non, non, c'est clair, c'est clair. Oui, mais bon, je ne veux pas vous faire non plus ni Calimero, ni vous raconter ma vie. Mais ça suppose des sacrifices. Je ne gagne plus du tout ce que je gagnais avant. Enfin, mais je m'en fous. Je m'en fous. Et les gens à qui j'ai vendu ma clientèle, ils sont... C'est dommage qu'ils ne soient pas là, parce que c'est moi qui le dis, ça n'a pas de valeur. Mais ils aiment bien bosser avec moi, parce que j'amène un peu plus de sérénité dans leur projet, j'amène un peu plus de créativité dans leur projet. Voilà, parce que mon cerveau, Par contre, je leur dis, alors là, 17 septembre, qui est ma date fétiche, parce que c'est la date à laquelle je pars, en général, je pars, et pendant 3 mois, vous ne comptez pas sur moi. Et pendant 3 mois, personne ne compte sur moi. Voilà. Et je pars, donc là, j'ai fait Compostelle, donc Saint-Symphorien-sur-Compostelle, là j'ai fait Bordeaux-Porto, j'ai fait le chemin des pêcheurs, donc Lisbonne-Faro, j'ai fait le chemin des douaniers en Bretagne, là je pars de la Talaudière, je vais aller à Rome, ça, personne ne me l'enlèvera. Un vrai Forrest Gump. Stevenson, j'ai fait avec mon fils aussi. Ouais. Eh bien, on peut t'applaudir, Paul, parce que c'est un beau parcours. Voilà, juste vous montrer
Je vous ai pas fait le diaporama des photos de vacances, parce que si tu peux rebasculer, s'il te plaît. Voilà, quand je vous parlais de rencontres, voilà, donc le maire, des gens, tous des gens extraordinaires. Voilà, c'est ça, j'aime bien ce mot, extraordinaire. Des rencontres fabuleuses. Voilà, et on reste tous en lien. Il y a quelque chose qui nous unit. Et voilà, toutes les nationalités possibles. Petit clin d'œil, j'ai envoyé un message d'ailleurs, je t'avais envoyé un message. Tiens, viens prospecter. Une petite 400. Il y en a pas mal comme ça. Voilà, Navarinx, là je me suis bien cassé la margoulette, là, sur la descente de l'Allier. Voilà, et puis là, ce moment, l'émotion, ouais, une fois plus l'émotion. Ouais, tu pars, tu dis, bon, oui, effectivement, un objectif Santiago, mais tu sais pas si tu vas le faire. Et puis d'un seul coup, là à gauche, tu vois les Pyrénées. Waouh, merde, je suis là, les Pyrénées. Puis après, tu continues et tu arrives, tu as une borne, Santiago, 100 km. Là, il y a les monos parce que chaque fois, wow, l'émotion. J'ai cru que c'était 100 000 km. Non, 100 km. Il te reste. Et je faisais 45 bornes par jour, 40 à 45 bornes par jour. Quand j'ai vu ce panneau, 100 km, j'ai dit 2 jours et demi. Non, alors j'ai commencé à en faire plus que 24. Puis après, là, le jour d'après, j'en avais fait que 20. Puis voilà, et le dernier jour, j'en ai fait 14. Voilà, et là, j'ai rencontré. D'ailleurs, j'ai fait une très belle rencontre. Ah bon, bah écoute, voilà. On en saura peut-être au prochain. Voilà, il faut acheter son livre. Voilà, tout à fait. Un petit peu ce qui s'est passé à Santiago. Voilà, et ce qui me ferait plaisir, c'est effectivement 0 km, bien sûr, l'arrivée à Santiago. Et puis aussi, excusez-moi si je suis un peu long, quand je parlais de la liberté, c'est aussi s'autoriser à faire ce qu'on n'a jamais fait. J'ai jamais dessiné, et j'ai pas la prétention d'être un artiste, mais j'écrivais, parce que ça, longtemps que j'écrivais mon journal, et puis moi je dis, ouais, mais quelquefois, les mots, c'est pas facile, et une image vaut 10 000 mots, et je me suis mis à dessiner. Et, ben voilà, donc j'ai dessiné. Ah oui. Voilà, donc la cathédrale de Santiago, le pont du diable, ce monsieur-là, fou, ça c'est une rencontre aussi. 92 ans, il marche devant moi. J'aime bien les anciens, peut-être parce que je m'en rapproche de plus en plus, ou j'en fais partie. J'aime bien les anciens parce que, alors, je parle pas des bourrus, hein, ceux qui ont le visage fermé et qui n'ont rien vécu. Ça existe malheureusement. Je parle de ceux, c'est qui à 90 ans ont encore les yeux qui pétillent, quoi. Hein, ils ont des choses à raconter. Et donc, ce monsieur qui avait ces 2 bâtons, là, il appuyait, 3 bâtons, mais il appuyait sur ces bâtons qui avançaient. Là. Je le doule, là, qu'étal, et puis on commence à parler. Et je lui demande quel âge il a, et il commence à me raconter. Et puis il me dit, tu marches seul? Je dis, ouais. Et avec son œil qui pétille, avec toutes ces belles filles. Et je dis, peut-être ce soir, je sais pas. Et on se marre tous les deux. Il me dit, tu es sympathique. Tu sais quoi, le chemin, moi, je l'ai fait, je sais plus combien de fois, mais maintenant, je peux plus. Alors tiens, voilà mon bourdi, et tu vas aller à Santiago et tu vas l'emmener pour moi. Et j'ai pris son bâton, et je suis allé à Santiago, déposer son bâton à la cathédrale. Ah, ça, c'est des rencontres, waouh, ouais, ça a de la valeur. Ça, c'est très beau, ça. Voilà, donc, beau. Tout ce que vous pouvez rencontrer, forêt d'acacia, les ponts, les églises, et tout ça. Tu devrais faire une BD. Bah, le livre sera un livre illustré. Alors, il n'est pas en vente, hein, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Il est tout prêt, il est à la relecture. Et pour moi, c'est juste cette envie, maintenant, arrivé à mon âge avancé, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je voudrais savoir qu'ils sachent ce que j'ai vécu. C'est plus laisser une trace à mes amis, à mes enfants et tout, dire, voilà, peut-être qu'ils pourront se dire, ah mais papy, papou, ah oui, il a vécu ça, papou, il pensait ça, parce que le bouquin, au départ, quand j'ai écrit mon journal, quand je suis rentré, j'ai dit, bon, ça n'a aucun intérêt, parce que je me suis levé à 6h, j'ai pris mon petit déjeuner, à 6h30, je suis parti. Dans ma tête, c'était ça, vraiment. Et puis, j'ai commencé à le relire, à mon épouse à l'époque. J'ai commencé à lui relire, et puis non, pas du tout. Puis, c'est vachement bien. Puis après, je l'ai donné à relire à ma fille et tout. Puis il m'a dit, non, mais attends, c'est moi un témoignage de tes rencontres, de tes expériences. Et donc, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Tout ce que je vous ai dit là, c'est effectivement dans le bouquin, tout ce que j'ai vécu, voilà, pareil, la rencontre avec Willy, ce qui devient un compagnon, quoi.
Et juste par rapport à ce que je vous disais, je vous raconte cette anecdote, si tu permets, si on a encore le temps. Mais je t'en prie. Cette anecdote, quand je disais, je parle à voix haute, et une fois de plus, on va dire, il est taré. Non, il n'est pas taré. Il sait bien ce qu'il fait, mais il est joueur, on va dire. Et voilà, et je parle à haute voix, et je dis, bon, Willy, c'est pas trop dur. Ça, c'est dans le livre, donc. Et Willy me dit, non, ça va, parce que tu prends soin de moi. Et je me retourne, je dis, attends, Willy, mais tu parles? Ben oui, je parle, pourquoi je parlerais pas? Non, mais attends, Willy, tu peux pas parler, je veux dire, tu es un chariot, quoi. Je veux dire, un chariot, ça parle pas. Il y a des plantes bizarres sur le chemin. Et donc, Willy me dit, mais pourquoi je pourrais pas parler? Je dis, bah, mais t'es une matière inerte. Il dit, mais pas plus inerte que toi. Moi, je suis fait de molécules aussi, comme toi. Je fais d'énergie, comme toi. Je dis, ouais, non, mais alors, attends, explique-moi. Pourquoi jusque-là, tu me parlais pas? Et il me répond, non, c'est toi qui pouvais pas m'entendre. Voilà. Et ça résume un peu ce que je viens de vous dire. Eh ben, on finira sur ces belles Alors, paroles, si vous voulez Paul. poser quelques questions, Ah, oui, mais bien sûr. c'est le moment des questions. Hein. Ouais. Un âne. Bon courage. Ouais, mais alors. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je voulais vraiment parcourir le chemin de Compostelle avec un âne. Alors, j'ai rencontré des personnes qui le font avec un âne. Alors, deux choses pour l'anecdote. Si tu veux le faire avec un âne, je te conseille de l'acheter tout de suite. Ça vit assez longtemps. Donc, tu as le temps de l'apprivoiser. Parce que sinon, c'est 70 € par jour quand même, quand tu veux le louer. Et il faut le ramener après. Quoi. Okay. Oui. Bon, voilà pour la petite histoire. Mais j'ai rencontré, entre autres, une jeune femme allemande. Donc moi, j'ai dit, je suis parti de Lyon et tout, parti d'Allemagne, elle, avec 2 ânes, un chien, un chat. Ah oui. Et c'était drôle, ça aussi, vous voyez, dans le genre d'anecdote. Donc, je suivais, j'étais derrière elle, mais je marchais plus vite. Et puis, je voyais des crottes, je disais, tiens, il y a des ânes ou des chevaux qui sont passés par là. Et les crottes étaient sèches. Et puis, 2-3 jours après, je me rapproche. Les crottes sont fraîches. Et un jour, je suis arrivé sur la place d'un village, et elle était là, attablée avec d'autres marcheurs qui buvaient un galon, et on a passé un super moment à se découvrir. Mais elle, chapeau, parce que là où tu vas... moi, j'ai dormi sous la tente, j'ai dormi dans des auberges, j'ai dormi dans des casas rurales. Avec un âne, tu dors sous la tente. Tu n'auras pas beaucoup d'endroits où l'hôtel va te dire. Pour un démarrage, il faudrait que je fasse Stevenson avec un âne et oui, une amie. Oui, symboliquement. Mais tu peux faire... Voilà. Et après, il y a d'autres endroits. On voyait le pont du Diable à Cahors. Et quand je suis arrivé avec Willy, c'est génial. Là aussi, tu passes le pont Napoléon, Bonaparte. Et quand tu arrives sur le pont, tu as une guérite et tu as des bénévoles qui sont là pour les marcheurs, pour leur donner... les adresses des gîtes, etc., et puis des conseils. Donc je m'arrête, et puis au passage, ils te payent un coup à boire, t'es content. Et elle me regarde le chariot, elle me dit bien, mais tu vas où? Je fais Santiago, mais tu vas passer par la croix. Ah mince, j'ai oublié son nom. Je dis ouais. Ah non, tu vas pas passer par là. Je dis pourquoi? Non, tu passeras pas avec ton chariot. Je suis passé de partout, Et là, elle m'explique qu'il y a des gens qui étaient montés avec un âne, mais c'est des escaliers comme ça, t'as des virages avec et que l'âne est resté coincé. Ils ont mis 2 heures, 2 heures à décoincer. Donc là, j'ai dit, c'est pas grave, je vais faire un détour, mais je vais pas monter le truc. C'est la seule fois où j'ai pas pris le chemin. Donc un âne, oui, mais prépare bien ton voyage. Ok. Merci, je t'appellerai du coup pour des conseils. Ouais. Sinon, autour d'un verre, il n'y a pas de souci. Oui. Tu auras envie de le refaire? Alors, le chemin de Compostelle, on parle du chemin de Compostelle. Historiquement, dans la légende, Saint-Jacques serait parti du Puy et serait arrivé à Finatera, d'ailleurs. Donc, il a continué après. On aurait retrouvé Finistère, pardon. Bon, ça c'est... L'histoire le raconte comme ça. Mais en fait, tu peux partir de n'importe où en Europe. Des chemins de Compostelle, tu en as des centaines. Donc là, j'ai déjà fait
Je ne suis pas reparti de chez moi, mais je suis parti de Bordeaux. Alors, j'avais fait le Camino Frances, là j'ai fait le Camino del Norte. Il y a encore le Camino Primitivo. Et après, il y a celui qui part aussi, qui passe par Séville, qui vient du sud de l'Espagne, qui est par ici le magnifique que je vais faire avec un couple que j'ai rencontré. Là aussi, une rencontre magnifique. Alors quand je dis avec eux, c'est-à-dire qu'on se retrouve le soir. Sinon, on ne marche pas au même rythme. Voilà, on se retrouve le soir. Mais tu peux faire... Les chemins de Compostelle, il y en a des milliers et des cents, quoi. Alors oui, pour répondre à ta question, excuse-moi, oui, je ferai d'autres chemins de Compostelle, plus pour le... Pas forcément pour les mêmes raisons, mais la raison essentielle, c'est une fois de plus, c'est le sens et la découverte et la rencontre. Voilà. Mais il y a quand même ce premier, même si on n'est pas croyant, l'arrivée à Compostelle, waouh, c'est quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Religion, religaré, ceux qui relient les gens. Vous vous rendez compte? C'est pour ça quand on me dit t'es pas religieux, si, religaré, moi, très bien. Par contre, l'Église, non. Parce qu'il y a la religion et l'Église. Ok? L'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des lois, elle dit si t'es pas gentil, tu n'iras pas au paradis. Voilà. Ça, c'est juste un code civil, et encore un code civil. Enfin bref, ça c'est mon point de vue. Par contre, la religion, celle qui unit les gens, sous une croyance, quelle qu'elle soit, je la respecte, quelle qu'elle soit, une fois de plus, si elle relie les gens. Et il faut vivre ça, c'est d'un seul coup, là, tout le monde s'en fout, que tu sois catho, tout le monde s'en fout. Et, désolé, mais au Cebrero, je ne sais pas si on voit, non, je ne l'ai pas mis là, le dessin de au Cebrero, c'est magnifique. Là aussi, en Espagne, 1400 mètres d'altitude, on se croirait chez Astérix, c'est des maisons en pierre, les murs ne sont pas plus hauts que ça, c'est des énormes toits de chaume. Il y a 15 maisons, et là, bon, j'arrive là, c'est magique. Je vais voir l'église, parce que c'est toujours des lieux qui sont chargés d'une énergie spécifique, elles ne sont jamais construites n'importe où. Puis je vois un gars, jeune, une quarantaine d'années, qui est en train d'installer, il court dans tous les sens, tout. Je me dis, bah tiens, c'est un bénévole qui est en train de préparer, parce qu'il y a toujours une cérémonie œcuménique, une fois de plus, pour les marcheurs. Donc, bon, je le salue, bon. Et puis je reviens, le soir, à 18h, et le gars, il enfile, j'allais dire son aube, c'est pas son aube, sa soutane. Ah, non, pas la soutane, vraiment la tenue de cérémonie. La soutane, c'est vraiment le truc, le vêtement. Bon, enfin bref. Et chasuble. Voilà, merci. Tout à fait. Je vois que oui, ben tu as pratiqué. Donc, et ce gars-là nous a fait une homélie où il n'a jamais parlé une minute de Dieu, Jésus, etc., parce qu'il savait très bien qu'il y avait des gens de toute religion, toute croyance, ou athée, ou dogmatique. Il nous a parlé d'amour. C'est pas un vain mot, ça, l'amour, hein, c'est pas un vain mot, comme disent les Québécois. C'est vraiment quelque chose qui nous unit. C'est ce fameux tout dont je parle, moi, c'est sans ça, pas très intéressant, quoi. Il nous a parlé de ça, et de respect. Et voilà. Et avec deux mots, il disait deux mots qui sont propres, sustreia, ultreia. C'est-à-dire, tu es là parce qu'il y a quelque chose qui t'a amené, quelque chose qui est ton chemin initiatique, spirituel, un besoin de te remettre en mouvement. Ça te vient de l'inspiration, quelle qu'elle soit, on s'en fout. Ultreia. Ultreia, c'est vas-y, avance, traverse, traverse, traverse. C'est le fameux film que vous avez vu, j'espère, Va, vis et deviens. Ah, si vous ne l'avez pas vu, regardez ce film. Eh ben, on pourra terminer sur ces mots. Désolé, hein, je suis long. Merci Paul pour cette belle intervention. Finalement, tu étais en accord avec un religieux à la fin. Tu vois, tu vois toi qui n'es pas tellement un homme d'église. Ouais, toute personne qui respecte l'autre, je la respecte. Merci à toi, merci à vous. Donc, on va donc terminer cette réunion, sauf si quelqu'un a un mot à dire, une information quelconque, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole. Et sinon, eh ben, on va pouvoir aller dîner et continuer ces anecdotes autour d'un bon repas. Avec plaisir.